Dans l'actualité ce soir, la gouvernance locale du Burkina Faso remise en cause après plus de 30 ans d'expérimentation. Les cycles de cette gouvernance se sont succédés sans que les localités à la base ne connaissent véritablement le développement. Plus de 3 décennies donc après, ONG spécialistes du développement, acteurs étatiques et partenaires ont marqué une halte pour tenter de rectifier le tir. Et justement, la gouvernance locale devrait aider à mieux planifier et développer le secteur de l'éducation. Des efforts ont certes été faits, mais il y a encore d'énormes défis, notamment dans le domaine de la petite enfance. La problématique est au cœur de la réflexion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée ce 24 janvier. Ce sont les conséquences directes des insuffisances de résultats des différentes équipes de la CAN 2023. La valse des sélectionneurs bat son plein après le premier tour. Les entraîneurs des équipes de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Gambie ont tous payé les frais de l'élimination précoce de leur équipe. On vous fait le point complet également dans cette édition. Voilà, pour les grandes articulations de ce journal, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. C'est un processus qui devrait assurer aux communes du Burkina Faso le développement socio-économique. Mais des décennies après, le constat est effarant. La décentralisation a certes engendré des acquis, mais les défis restent immenses. Il faut donc revoir les approches et les adapter aux réalités du moment. C'est la principale information à retenir du forum initié par le CRFP, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Plus de précisions avec Maxime Ilboudou. La forme actuelle de décentralisation territoriale mise en œuvre au Burkina Faso comporte des insuffisances qui freinent le développement socio-économique des communes. C'est le Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques, CRAFP, qui le pense. Cette organisation de la société civile estime que l'État central hésite à donner les pleines compétences aux collectivités dans le processus de décentralisation. Pour ce centre, il faut repenser la gouvernance territoriale afin de favoriser une meilleure prise en charge des besoins des populations. Il y a une certaine insuffisance de la participation des populations. C'est un élément. Et si vous regardez donc le modèle également, justement, nous avons dit que notre modèle est allé vers le transfert donc, des compétences justement, et à l'ensemble des communes. Donc il y a un certain nombre de domaines de compétences qui ont été transférés donc, de façon légale de par donc, la loi, mais dans les faits, vous allez donc observer justement que l'État central a toujours donc, la même mise sur un grand nombre de ces compétences-là. Et ce forum sur la contribution de la société civile à l'amélioration de la gouvernance locale entend être une force de proposition pour améliorer l'approche de planification du développement. L'idée est d'aller vers un modèle adapté de décentralisation qui implique davantage les populations dans le processus de développement. Le ministère, par exemple, de l'éducation va jouer un rôle de coordination et les collectivités vont avoir en fait la pleine exercice avec l'ensemble donc des ressources nécessaires justement pour gérer ces compétences-là. Donc c'est ce débat donc que nous voulons susciter pour voir est-ce que ce modèle il peut être viable dans notre contexte. Également essayer de voir si nous devons aller donc vers ce type donc de modèle, quels sont les risques auxquels donc nous pouvons faire face. Et c'est pour cela donc nous avons regroupé l'ensemble de ces acteurs-là, les interroger et dans les débats, nous allons essayer donc d'identifier le modèle idéal. 2 jours durant, les participants vont examiner les référentiels élaborés, le financement et la gouvernance des collectivités. Le CRAFP fait la promotion de la bonne gouvernance économique et financière, et ce, à travers le projet de monitoring alternatif de la mise en œuvre des référentiels du cycle 3 de la décentralisation. Et l'autre salut du Burkina Faso à propos du développement pourrait venir de partenariats gagnant-gagnant, des investissements sud-africains au Burkina Faso, pourquoi pas, ou même des investissements burkinabés en Afrique du Sud. Tout est possible et ce ne sont pas les opportunités d'affaires qui manquent. En témoigne le déplacement de cette délégation d'hommes d'affaires sud-africains. Elle est présente à Ouagadougou depuis quelques jours. Stéphanie Ouattara, Maxime Ilboudou. Dans cette même salle de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina,
Des opérateurs économiques burkinabés et une délégation d'hommes d'affaires de l'Afrique du Sud conduite par l'ambassadeur sud-africain. Au centre des échanges, le renforcement des liens commerciaux et économiques entre les deux pays. Quand nous regardons un peu côté de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a une histoire vraiment en matière de mines, en matière d'industrie minière. Et également, si nous regardons au Burkina, nous sommes en train de connaître un boom minier dans notre pays. Et il est vraiment important pour nous de nous inspirer de l'expérience de l'Afrique du Sud en tant que pays minier et voir comment nous pouvons tirer le meilleur de ce qu'ils ont pu apporter à leur économie à travers les mines et voir comment nous pouvons les extrapoler au Burkina Faso. Comme le chargé d'affaires l'a dit, nous sommes dans une dynamique de recherche de coopération gagnante-gagnante entre les différents pays. Donc, c'est dans cette dynamique que nous avons vu en Afrique du Sud un acteur qui puisse apporter à notre pays des éléments qui manquent jusqu'à ce jour à son secteur minier et bien d'autres secteurs. La coopération économique entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud est l'exemple même d'une coopération sud-sud de plus en plus prégnante. Les secteurs de coopération se multiplient, l'agroalimentaire, les équipements et surtout le secteur minéraire où l'Afrique du Sud a des compétences avérées. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, il faut dire qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels du moins le Burkina Faso est beaucoup plus intéressé. On peut citer entre autres l'agriculture, le domaine de l'agriculture, pour ce qui concerne l'agro-transformation, pour ce qui concerne le changement d'expertise et tout, l'échange des échanges d'expertise, le domaine minier en ce qui concerne les raffineries, la production d'or, de diamants et d'autres minéraux que l'Afrique du Sud produit en grande quantité. Il y a le domaine aussi pharmaceutique, le domaine de la machine, des domaines de machines qui intéressent beaucoup le Burkina Faso. Et aussi, il y a beaucoup d'expériences que l'Afrique du Sud peut partager avec le Burkina Faso dans d'autres domaines qui peuvent être suffisamment bénéfiques pour les deux pays. Africa, solution to Africa challenges. En 2022, les exportations vers l'Afrique du Sud sont évaluées à environ 297 millions de francs CFA. Quant aux importations, elles sont estimées à 36 milliards de francs CFA, ce qui fait de l'Afrique du Sud le 18e fournisseur du Burkina Faso. C'est une initiative lancée pour former les jeunes filles en leadership et en développement personnel et susciter en elles une confiance en soi. La 4e cohorte de Africa Tomorrow a effectué sa sortie le week-end dernier à Ouagadougou. Elles sont 25 au total qui ont été formées durant 18 mois. Les filleules de Bintou Diallo sont désormais prêtes à s'affirmer en politique et sur les questions sociales. Tous les détails avec Amadou Diko. Après 18 mois de coaching en leadership, en développement personnel, en confiance et en connaissance de soi, 25 jeunes filles sont prêtes à s'affirmer, tant au niveau social, communautaire qu'au niveau de la politique. C'est la concrétisation du programme Coach-moi, initié par Africa Tomorrow. Un programme qui vise à accompagner les jeunes filles à devenir des femmes confiantes et engagées, surtout dans ce contexte en perpétuel changement. Le meilleur cadeau qu'elles peuvent me faire, c'est d'être la meilleure version d'elles-mêmes en tout temps et en tout lieu. Et à savoir que le changement n'est pas dans ce qu'ils disent, c'est dans comment elles vivent les choses quand ça leur arrive. Quel est leur impact, pas les résultats qu'ils cherchent. Quel est l'impact qu'elles ont sur leur communauté, dans leur comportement. Et le comportement, ce n'est pas seulement individuel, mais c'est au sein de la société, avec leurs partenaires, avec leur famille et dans un lieu de travail et au quotidien. C'est vraiment pour moi le résultat, la transformation qui transforme positivement la communauté. Baptisée Candace à l'image des femmes guerrières du royaume Kouz en Éthiopie, ces impétrantes s'engagent à mettre leurs compétences au service de la société. D'autant plus que la formation a été bénéfique, font savoir les participantes. Cette formation a été bénéfique pour moi parce que je suis une personne qui m'intéresse beaucoup à la prise de parole en public et au leadership. Et ça m'a donné les outils qu'il faut pour m'adresser au public
quand je dois le faire et aussi développer mon leadership dans une situation donnée. Et à travers mon entrée dans ce programme, j'ai pu lancer mon entreprise qui est Sister A. Et déjà, je compte mener des actions à l'endroit de tous ces jeunes qui désirent en fait se lancer, par exemple, dans le domaine où moi je suis. J'ai envie de faire des formations pour accompagner ces jeunes-là. Également pour toutes ces femmes aussi qui veulent développer davantage leur leadership, apprendre à se connaître davantage et à prendre des décisions pour elles. 4e du genre, le programme Coach Moi est gratuit. L'édition de 2024 a enregistré au départ plus d'une trentaine de participantes. En fin de formation, la cohorte 4 passe ainsi le flambeau aux futurs impétrantes qui auront également droit à plus d'une année de formation. La femme leader, la femme exemplaire qui s'assume, imaginez qu'en plus de toutes ces valeurs, elles deviennent toutes millionnaires. Le monde se porterait certainement mieux. En attendant, la Lonabe crée une millionnaire, Agnès Zongo, une ménagère, vient de décrocher la cagnotte de 80 millions de francs CFA au Paris Mutuel Urbain du Burkina. Elle a reçu son chèque ce 23 janvier. On retrouve une fois de plus Maxime Ilboudo. C'est elle la gagnante au Paris Mutuel Urbain burkinabé du 22 décembre dernier. Avec une mise de 16 800 francs CFA, Agnès Zongo, ménagère de profession, a réussi à trouver dans l'ordre la combinaison du 4+1 et empoche la somme de 80 247 000 francs CFA. Animée d'une joie débordante, elle promet d'utiliser à bon escient son gain. Ça fait très longtemps que je joue au PMUB, mais je n'avais jamais eu la chance de remporter une telle somme. Comme à l'accoutumée, j'ai parié le 22 décembre 2023 et la chance m'a souri. Je vais construire une maison pour mes enfants et moi, payer leurs études et booster mon petit commerce. La chance a joué en sa faveur et les premiers responsables de la Lonabe invitent les parieurs à tenter à multiplier et à forcer la chance et devenir millionnaire. Pour eux, cette récompense est la preuve que la nationale des jeux du hasard fait réellement des heureux gagnants. Il est vrai que les femmes, lorsqu'on fait les statistiques, elles ne jouent pas comme les hommes. Et cela est un motif de satisfaction pour nous de voir que les femmes en jouant peuvent décrocher de gros lots et cela peut produire un effet d'entraînement. C'est dire que ma satisfaction est grande ce matin de voir qu'une femme ménagère de son état a pu décrocher la rondelette somme de 80 millions de francs. Tout client qui gagne est souverain, mais par derrière, on peut donner des conseils et nous sommes en train de réfléchir pour voir quel est le dispositif qu'on peut mettre en place pour l'accompagnement des gros gagnants, notamment les gagnants qui le désirent. La Lonabe, dans l'accomplissement de sa mission, s'efforce de mettre ses différents produits à la disposition de sa clientèle. Le processus de numérisation de ces services est en cours. Vous avez constaté que nous avons lancé sur le marché un produit digital, le Pari sportif. C'est de demander à toute la clientèle, que vous soyez jeune de plus de 18 ans, que vous soyez une femme, que vous soyez un retraité, que vous soyez un commerçant, toutes les catégories socio-professionnelles, tout le monde peut jouer au jeu de la Loterie nationale. Et pour peu que vous essayiez votre chance, un jour viendra et Dieu vous donnera donc cette chance. Et ce fut le cas de Agnès. Dr Nicolas Milogo a exhorté la désormais millionnaire à un bon usage de son argent pour une fructification de l'économie nationale par des investissements judicieux au profit des populations. La chance a également souri à Kassamba Diaby Abobo Dulasso. Lui a reçu un chèque de plus de 67 millions de francs CFA après avoir joué au 4+1 le 10 janvier dernier. Surtout Justin Dabiri. Kassamba Diaby est le tout premier millionnaire de la Loterie nationale du Burkina Faso en 2024. Avec une mise de seulement 900 francs CFA au 4+1 du mercredi 10 janvier 2024, Kassamba Diaby remporte un gain de 67 190 500 francs CFA. Il a été représenté par son frère qui reçoit le chèque de 67 190 500 francs CFA des mains du directeur régional de l'Ouest de la Lonabe. Vraiment, on est très content, très content. On a réalisé beaucoup de projets aussi avec. On a beaucoup de projets à faire avec commerce,
l'élevage et l'agriculture. Le directeur régional de l'Ouest de la LONABE s'est dit heureux de ce lot qui augmente le nombre de gains de gros lots dans la région des Hauts-Bassins. Brahima Ouedraogo a saisi l'occasion pour exhorter les parieurs de la région à toujours faire confiance à la LONABE. On le dit toujours, par le slogan, les lots aux gagnants, les bénéfices aux faciaux. Ça veut dire quand vous jouez, vous pouvez avoir la chance de gagner. Vous avez vu M. Kassamba aujourd'hui, avec la somme de 900 francs, précisément 3 combinaisons de 300, il se retrouve être millionnaire. Et en plus de ça, vous le savez, quand on dit les bénéfices à la nation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la LONABE contribue toujours au développement socio-économique de tout le pays. La LONABE contribue dans le sport, dans l'éducation, dans tout ce que l'État peut faire. La LONABE vient l'aider à réaliser ses œuvres. Le directeur régional de l'Ouest de la LONABE a souhaité aux gagnants du jour une bonne utilisation de son gain. Il invite également les parieurs des Hauts-Bassins à continuer de tenter leur chance afin de rejoindre le cercle des millionnaires de la région. C'est une initiative des plus hautes autorités du pays qui vise à réduire l'importation du poisson au Burkina Faso. Le projet vise à former 13 000 jeunes des 13 régions du Burkina Faso en pisciculture hors sol. En plus de la formation, ces jeunes recevront également des kits de production composés essentiellement de bacs mobiles, d'alevins et d'aliments afin de leur permettre de se lancer de façon pratique sur le terrain à terme. L'initiative permettra au Burkina Faso de produire en plus de la production locale 1 625 000 tonnes de poissons par an. Le projet a été lancé à Bobo Dioulasso. Salomon Tapsoba, surtout Justin Dabiri. La quatrième composante de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 est en cours de mise en œuvre dans cette salle. Durant 2 jours, ces entrepreneurs piscicoles issus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins que sont le Kénédougou, le Houé et le Tui bénéficieront d'une formation en pisciculture hors sol. L'initiative portée par la transition burkinabé vise à former et à doter 13 000 pisciculteurs en équipement de production de poissons avec un accent particulier mis sur les déplacés internes et les volontaires pour la défense de la patrie. C'est dans l'objectif de produire plus d'1 million de tonnes de poissons pour l'année 2024 et 2025. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette formation de 100 entrepreneurs piscicoles ici. Et une seconde formation sera organisée au centre, mais ceux-là, ce sont des formateurs pilotes qui vont aider à former d'autres personnes pour que nous puissions occuper toutes les zones où le terrorisme a fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés internes. Au total, 6 modules seront développés au cours de cette formation. Ce sont en outre l'introduction de la pisciculture hors sol, la conception de l'aménagement des bassins et le choix des espèces de production. Ça veut dire en ce qui concerne les techniques d'élevage des poissons, également les techniques de nutrition. Et après ces modules de base, il y a d'autres modules tels que la comptabilité simplifiée, tels que la planification financière, également des techniques pour pouvoir leur permettre de calculer leurs coûts afin que cette activité-là leur soit vraiment rentable. Nous avons en tout cas tout ce qu'il nous faut parce que nous avons déjà, j'ai dit que nous sommes dans l'activité et nous sommes entourés par des techniciens. Et ce sont ces techniciens-là qui ont préparé les modules de formation, mais ce qui est certain, ils seront outillés suffisamment en tout cas pour conduire leur projet. En plus de la formation, chaque bénéficiaire recevra un bac module de production de 50 mètres carrés, des alevins et l'alimentation à un prix subventionné. À terme, le projet permettra de produire en moyenne 1 625 000 tonnes de poissons par an et de générer au moins 625 milliards de francs CFA de revenus pour les 13 000 bénéficiaires. Restons à Bobo Dioulasso avec cet autre projet porté par un consortium de 4 organisations. Le projet de renforcement du système éducatif et de réponse à l'urgence dans les hauts-bassins vise à améliorer le système dans plusieurs localités de la région des hauts-bassins. De quoi s'agit-il exactement? Majid Bakouan nous en dit plus. Pour renforcer l'accès à l'éducation de qualité pour les enfants de 6 à 17 ans, l'ONG Enfants du Monde Suisse lance un nouveau projet. Il s'agit du projet de renforcement du système éducatif
et de réponse à l'urgence dans la région des Hauts-Bassins. D'une durée de 4 ans, le projet vise à améliorer la qualité et la gouvernance de l'éducation dans la région des Hauts-Bassins. Les résultats attendus sont entre autres que environ 34 000 élèves puissent bénéficier d'une éducation inclusive et de qualité, mais de façon substantielle que 15 000 enfants puissent bénéficier de l'éducation, surtout les enfants hors école, et que la gouvernance locale du système éducatif s'améliore. Nous comptons aussi améliorer la transition entre le primaire et le post-primaire. Le projet vient à point nommé selon les premiers responsables du système éducatif de la région des Hauts-Bassins. Des responsables qui affirment leur disponibilité à accompagner les initiateurs pour l'atteinte des objectifs du projet. Ce projet vient apporter, je dirais, gros à l'éducation dans les Hauts-Bassins. C'est l'occasion pour nous déjà de dire un grand merci aux partenaires classiques, traditionnels de notre ministère qui viennent nous aider, et c'est ce que le projet apporte à l'éducation, qui viennent nous aider à renforcer notre système éducatif, à faire face à l'urgence et dans le détail surtout à rendre l'école équitable pour tous les enfants du Burkina, à permettre l'accès et le maintien de tous les enfants dans l'éducation et à renforcer notre système par rapport à la crise humanitaire, à la crise sécuritaire que nous connaissons. À terme, le projet devra couvrir 10 communes de la région des Hauts-Bassins. D'un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA, il est financé par l'Union européenne et la coopération suisse. Dans le domaine de l'éducation, c'est un pan qui est négligé par une certaine opinion. L'éducation de la petite enfance à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce 24 janvier. L'ONG Children Believe pose la réflexion. Il est question de se pencher sur la contribution du développement de la petite enfance à la construction de la paix au Burkina Faso. Risnata Ouedraogo, Mamounata Kabouri. Selon l'UNESCO, ces dernières années, 250 millions d'enfants et de jeunes sont exclus du système éducatif. Quant aux adultes, 763 millions ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation. En ce 24 janvier, journée dédiée à l'éducation, Children Believe, engagé dans la promotion de l'éducation pour tous, réfléchit sur le rôle essentiel de l'éducation dans la promotion de la paix et du développement dans ce contexte actuel de défis sécuritaires. L'occasion est donc belle pour l'ONG et ses partenaires de faire le point de leurs actions en faveur de l'éducation de la petite enfance au Burkina Faso. On a pu prendre en charge 36 968 enfants âgés de 0 à 8 ans dans les centres d'éducation parentale que nous appelons LTP. La distribution de 33 634 manuels pédagogiques d'éducation parentale, la construction et l'équipement de CEP modernes à Mégué par exemple. En outre, nous avons contribué à inscrire 3 600 enfants au préscolaire et sensibiliser plus de 23 800 membres de communautés sur l'importance de l'éducation parentale. À cette célébration, les enfants sont aux avant-postes, impliqués dans tout le processus afin d'être au cœur de la prise de décision. Ce sont eux qui ont animé les différents ateliers et communications. Pour nous, c'est vraiment une occasion de s'exprimer. C'est un honneur pour nous d'avoir été privilégiés, d'avoir pris part à cette activité. Pour les organisateurs, la tenue de cet événement avait aussi pour objectif la création d'un cadre de réflexion sur la contribution de l'éducation à la construction de la paix et à la suite, formuler des recommandations pour une meilleure prise en compte des besoins de la petite enfance. L'enfant a des niveaux de développement, je vais dire des étapes importantes dans sa vie. Et donc dans cette tranche d'âge, ce que nous pouvons faire, c'est de s'aimer déjà la bonne graine à cette tranche d'âge pour permettre aux enfants à un certain âge adulte de pouvoir être des acteurs de changement dans leur société. Instituée en 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de l'éducation est célébrée chaque 24 janvier.
Occasion pour les acteurs du domaine de sensibiliser au rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. Désormais, c'est une tradition à Basenko, quartier situé à la périphérie nord de Ouagadougou. Face à l'insuffisance d'espace de loisirs dans la cité, l'acteur du cinéma burkinabé Sékou Oumar Sidibé tente chaque année d'offrir aux enfants de la zone un cadre de divertissement, le temps d'une journée, un cadre de divertissement, donc à travers un cadre de divertissement dénommé Cadeau aux enfants pour les enfants à Basenko. L'acte 5 de l'événement s'est tenu le week-end dernier. Toutes les précisions avec Amadou Diko. De la joie et du sourire au plateau omnisport de la cité de Basenko à Ouagadougou. Nous sommes à la 5e édition de l'événement Spectacle cadeau pour les enfants à Basenko. Un cadre récréatif initié par l'acteur du cinéma burkinabé Sékou Oumar Sidibé, alias Inspecteur Rock. Objectif, occuper le temps d'une journée, c'est tout petit, avec des activités socioculturelles. Ça fait la 5e édition et le pari est tenu. Vous voyez les enfants derrière, ils sont contents et ils vont avoir des cadeaux. Déjà, ils ont eu déjà leurs cadeaux, il y a eu le spectacle et ça continue. Les cadeaux qui sont emballés sont à 2000, mais comme il y a les partenaires qui vont encore avec les jus là, les jus valent 1500. Voilà, chacun va avoir quelque chose ici. Souvent en marge des activités de divertissement, du fait du manque d'infrastructures dans la zone, ces enfants apprécient ces moments avec des mots qui sont propres à eux. J'ai reçu un cadeau, ce soir je suis content pour tout le monde. L'initiative de Sékou Oumar Sidibé est aussi saluée par les parents et plusieurs autres associations à Basenko. Le fait de réunir ces milliers d'enfants aujourd'hui sur ce plateau et leur offrir encore un présent, ça vraiment un sentiment de joie pour nous les mamans de la cité. Comme perspective dans les années à venir, le promoteur de cet espace de loisirs prévoit construire un parc de jeux pour les enfants de la cité de Basenko. Tout de suite, les échos de la CAN 2023. C'est connu, le Burkina Faso va affronter le Mali en 8e de finale de la CAN 2023. La confrontation est prévue pour le mardi 30 janvier à Kourougou. Le sélectionneur national Hubert Velud et ses hommes le savent, ils ont l'espoir de tout un peuple à cette compétition. Alors la motivation semble présente, les étalons ont déjà débuté. Les entraînements, comme vous pouvez le voir sur ces images, la première séance de l'entraînement s'est déroulée ce jeudi. Voyons ces réactions. Maintenant, on sait qu'on est qualifié pour la 8e de finale et je sais qu'on a toutes les qualités pour aller plus loin, surtout avec notre équipe. Mais on sait que le Mali sont vraiment forts. Mais nous, on ne va pas douter de nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a une bonne équipe, donc on a confiance en nous. Ouais, mais le truc c'est que c'est pas loin de Burkina aussi, donc je pense que ils vont être beaucoup de supporters de chez nous, donc ça va nous aider pour gagner ce match. Et on va tout faire pour ça, bien sûr. C'était de tout faire pour passer la phase de poule. Et on rend grâce à Dieu, chose qui est faite. Et je pense que le groupe se porte bien. Voilà, et on va essayer de préparer le match contre le Mali dans les jours qui suivent pour vraiment bien entamer cette rencontre. Je dirais personnellement, le match contre le Mali, c'est comme une finale pour nous. Voilà, c'est à nous de bien le préparer. Au jour d'aujourd'hui, le Burkina aussi n'est pas une petite équipe. Donc vraiment, ça sera un match qui va vraiment se jouer sur les détails. Et c'est à nous vraiment de travailler sur ces aspects-là durant les jours qui nous restent. Maintenant, les matchs sont à coup près. Une défaite est élimination, une victoire signifie que nous passons. Donc nous ne pouvons que rapporter la victoire. On a commencé déjà en regardant un peu les matchs de groupe. Nous avons vu qu'ils ont fait une belle campagne.
où ils ont fini invaincus. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu tout ce que le staff va nous proposer en termes de vidéos pour pouvoir appréhender au mieux le match à venir. La CAN a commencé déjà depuis un mois que nous nous préparons tout le groupe tous ensemble. Mais c'est clair que maintenant, le vrai du sujet commence, car on n'a le droit aucunement à l'erreur et seulement à la victoire. Les étalons sont donc toujours en place et comptent faire rêver. D'autres équipes n'ont pas cette chance. Plusieurs ont été éliminées après la première phase de cette CAN. Parfois la surprise générale, tantôt une élimination assortie d'une humiliation comme la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Les conséquences ont été immédiates. Au moins 6 sélectionneurs ont quitté le banc de leur sélection. Luc Parbelgem. La première phase de la CAN s'est achevée hier 24 janvier avec les derniers matchs du groupe F Tanzanie, RDC et Zambie-Maroc. Sur les 24 pays, 8 sont éliminés pour ne laisser que 16 en Côte d'Ivoire. Les mauvaises performances des joueurs ont eu des conséquences directes sur les bancs des différentes équipes avec une valse des entraîneurs. Congédiements, démissions et suspensions ont touché plusieurs sélectionneurs. Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire a été le premier à quitter la barque, incapable de qualifier son équipe sur le terrain et après une humiliante défaite contre la Guinée équatoriale, le Français a déposé sa démission qui a été acceptée par la Fédération ivoirienne de football. Faye Emers est le nouvel entraîneur par intérim des éléphants pour la suite de la compétition. D'autres entraîneurs comme Gasset ont présenté leurs démissions qui ont été acceptées par leur fédération. Jamel Belmadi, loin d'être tendre et courtois avec la presse, a rendu sa démission après l'élimination qui lui a été infligée par Abdou Amir de la Mauritanie, le faiseur de miracles. Tom Saintfield, l'entraîneur belge de la Gambie, n'a pas digéré sa qualification qui lui a échappé à la 85e minute face au Lion pas si indomptable que ça du Cameroun. Désormais, les Scorpions de la Gambie vont piquer sans lui après sa démission. Des départs volontaires qui n'ont rien à voir avec les limogeages, comme ceux de Chris Hutton du Ghana. Le technicien des Black Stars cache la fébrilité de son équipe qui menait confortablement 2-0 le Mozambique avant de se faire rejoindre et éliminer dans le temps additionnel. Quart de finaliste à la CAN passée, la Tunisie ne franchira pas le premier tour cette fois-ci, mais pas seul. Son sélectionneur Jalel Kadri est remercié pour insuffisance de résultats. Un triste nul face au Bafana d'Afrique du Sud ont fait perdre aux Aigles de Carthage de Tunisie son entraîneur. Adel Amrouche de la Tanzanie a également fait les frais du jeu nul des siens, incapable de marquer face au Léopard de la République démocratique du Congo. Il est éjecté du siège de l'équipe nationale tanzanienne. La suspension, quant à elle, concerne le sélectionneur Walid Regragui du Maroc pour son altercation avec le joueur congolais Chancel Bemba lors du match Maroc-RDC. La CAF lui a collé une suspension de 4 matchs dont 2 fermes et 2 avec sursis, obligeant le technicien des Lions de l'Atlas à assurer la première place de son groupe et la qualification de la Côte d'Ivoire par talkie-walkie. Ce mouvement des entraîneurs à cette Coupe d'Afrique des Nations prouve à souhait les nombreuses attentes des pays de leur sélection nationale à une CAN que seule une nation va remporter. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le secteur 3 de la ville de Zignaré dans le plateau central. À demain, d'autres actualités. Bonsoir.